Oui, alors la question d'abord, c'est pourquoi aujourd'hui ressentir le besoin de faire un débat sur les caractéristiques du syndicalisme révolutionnaire et de l'anarcho-syndicalisme. Pourquoi aborder quelles sont les pratiques dans la période actuelle de nos syndicats? Eh bien, avant de répondre à cette question, il incombe de bien saisir dans quelle réalité on est, mais je pense que la plupart d'entre nous en est conscient. On est dans une période de recul du mouvement social. On est dans une période de liquidation des acquis. Toutes les luttes qui ont été menées pendant 2 ou 3 générations sont méthodiquement annihilées. Et les résistances locales qui peuvent se développer se heurtent à une criminalisation du mouvement social, certes dans les manifestations, mais également dans les entreprises, où il y a, on pourrait faire le tour, un certain nombre de purges en direction de syndicalistes un peu trop remuants, mais aussi à l'encontre de personnes qui ne sont pas syndiquées, mais qui simplement tendent à s'exprimer et à émettre simplement l'idée de résistance. Il y a une répression systématique. J'insisterai pas, donc globalement, ça veut dire une repère d'identité collective, de conscience de classe et de projets collectifs unitaires partagés par l'ensemble des travailleurs, quel que soit leur domaine professionnel. Alors, dans ce contexte-là, nous, ce qu'on considère comme important, c'est de rappeler ce que sont les pratiques et les orientations de l'anarcho-syndicalisme. De les rappeler parce que dans une période où il n'y a plus de repères collectifs, où il y a une dilution de l'identité de classe, eh bien, la tendance, c'est que on peut perdre la boussole. Et nous, en ce qui concerne, on a un cap. Et ce cap-là, c'est un projet de transformation sociale révolutionnaire de la société. C'est un projet qui vient de loin. Hein. On est une tendance du mouvement ouvrier dont les origines remontent à la première internationale, notamment à son courant anti-autoritaire. Et dans un contexte difficile, on entend affirmer qu'il ne faut pas prendre des raccourcis. Garder le cap aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut réaffirmer qu'il n'y a pas, comme disait l'Internationale, de sauveur suprême. Alors bien sûr, il n'y a plus aujourd'hui des partis totalitaires, type les staliniens qu'on a pu connaître, etc. Mais ça, c'est remplacé au niveau de la population, des travailleurs, par la tendance un peu à chercher le Messie. Pas pour le match de cet après-midi, on espère que l'Argentine pourra gagner, mais au niveau, disons, d'un sauveur suprême. Alors, on a essayé la gauche, on a essayé la droite, on va essayer les tendances nationalistes et fascisantes de Marine Le Pen. Il y a cette tendance, c'est-à-dire dans un contexte de recul, eh bien, on attend la personne providentielle qui va résoudre des problèmes. Il y a aussi d'autres garder le cap aujourd'hui, ça veut dire refuser de suivre un certain nombre de gens qui ont un caractère apparemment révolutionnaire. Mais si on creuse un petit peu, et c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des gens qui viennent de l'extrême gauche ou des mouvements sociaux, parfois du mouvement syndical, qui trouvent que, par exemple, la démarche des insoumis est intéressante. Alors je rappelle quand même qu'en dehors du côté tribun, les insoumis, c'est en gros, c'est pour résumer, dans les manifestations, c'est chanter la Marseillaise plutôt que l'Internationale, c'est arborer le drapeau bleu-blanc-rouge plutôt que le drapeau rouge historique ou même le drapeau rouge et noir, c'est faire des choix qui sont directement liés au patriotisme et au nationalisme ambiant. Donc, mais malgré tout, il y a des gens qui se disent, ben oui, ils causent pas mal, ils parlent des fois de Rosa Luxembourg, de ceci, de cela. Tout ça dans une démarche d'intégration au système actuel. Donc, garder le cap, ça veut dire, pour nous, continuer, développer, parce que en fait, si on reprend les différents mouvements, hein, je suis un peu intervenu, désolé pour ceux qui étaient au débat précédent, mais dans le mouvement actuel, ce qui nous semble important, c'est qu'il n'y a pas d'alternative sociale, autonome, crédible, syndicalement. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, c'est en fonction de ce que feront les appareils syndicaux. Et nous, nos tâches, nos références anarcho-syndicalistes, c'est de considérer qu'il faut pallier ce manque.
il y a des cycles historiques hein, où il y a des mouvements, où il y a des moments où il y a des périodes où les luttes elles ont le vent en poupe et on peut même parler de perspectives révolutionnaires. Et puis il y a des moments où il s'agit de conserver une identité et de rester sur des fondamentaux. Alors nos fondamentaux, nous, c'est le travail dans les entreprises et dans les quartiers. Parce que déjà la CNT, c'est un petit point, et après je laisserai la parole aux différents intervenants, mais la CNT, c'est pas un syndicalisme simplement d'entreprise, mais on développe un travail dans les entreprises parce que c'est là qu'il faudra être à des moments donnés pour travailler à la grève générale autonome. Hein. On peut avoir des mouvements locaux, bien sûr, spontanés. Hein, en 68, il n'y a pas eu d'appel à la grève générale, il y a eu 68, il y a eu 8 millions de grévistes. Mais on pense que s'il n'y a pas, comme on l'a vu, c'est l'expérience du mouvement ouvrier, ça, s'il n'y a pas une présence anarcho-syndicaliste dans certains endroits, eh bien toutes les récupérations sont possibles et toutes les luttes seront condamnées à un moment donné à des échecs. Et on a vu bon, des fois des coordinations, par exemple, qu'on a soutenues, qui pouvaient être un embryon d'alternative. Malheureusement, ça n'a jamais été plus loin que le stade régional. Donc, s'enraciner dans les entreprises, c'est un aspect des pratiques. Et donc, participer à la lutte immédiate, hein, ce que Émile Pouget, un narco-syndicaliste de la CGT d'avant 14, appelait la lutte pour le pain quotidien. Hein, les syndicalistes révolutionnaires, les anarcho-syndicalistes, ne sont pas indifférents aux petites questions qui se posent dans les entreprises, parce que c'est aussi des fois à partir de petites questions eh bien, qu'on peut mener des combats, et nous les mener, alors à la fois dans l'entreprise, mais aussi dans les quartiers, puisque dans les quartiers, on a des unions locales qui réunissent des gens de différents secteurs professionnels. Hein, on n'est pas pour une lutte catégorielle que les syndicats traditionnels, institutionnalisés depuis un siècle, renforce, et nous on a vu à la Poste à un moment même des catégories, même pas des luttes de postiers, mais des luttes d'agents des guichets, un autre jour des luttes des facteurs, et on a même vu des luttes des originaires des DOM, enfin bon bref, pour diviser le mouvement social. Donc nous on a une structure interprofessionnelle qui est l'union locale, la Bourse du Travail, où on essaye d'unifier les différentes composantes. Voilà. Et ces luttes, comme notre organisation, et je finis là, on les mène de manière cohérente, hein, on explique ça dans un bouquin, il y en a encore quelques-uns à vendre au stand c'est une réédition, hein, première parution en 2013, deuxième réédition qui intéresse toujours les gens, c'est de l'autogestion, où on explique qu'on ne peut pas avoir un projet révolutionnaire anticapitaliste autogéré si on a un fonctionnement dans l'organisation qui est sur une base verticale. Donc on développe à la fois dans les luttes, pour qu'il y ait une organisation horizontale des luttes, et la parole aux gens qui mènent la lutte, hein, ce qu'on appelle l'action directe. Hein. Et l'action directe, c'est l'action dans l'entreprise, dans le quartier, mais on la mène d'un point de vue unitaire. Et l'organisation, on essaye de la construire. Alors c'est compliqué, hein. C'est compliqué d'avoir une démocratie interne. Je suis trop long. Hein. Bon, j'arrête.